Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors si je commence à m'embrouiller dans les jingles, ça va pas aller. Alors bonsoir à tous chers auditeurs, bienvenue pour cet épisode 35. Ce soir, un quatuor de choc avec moi. Il y a Colin, salut Colin. Salut Mirko, salut à tous. Il y a Varam, salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Et il y a Osvaldo avec nous, salut Osvaldo. Salut Mirko, tu vois, c'est comme quoi, c'est quand il n'y a pas de match qu'on est le plus. C'est C'est ça, joyeux. on perd la concentration, on est en roue libre, on a l'impression qu'on fait que des podcasts amicaux jusqu'à la fin de la saison, et puis du coup, on anime sans pression, et puis voilà, des fois le résultat est pas toujours au bout, quoi. Donc voilà, toute ressemblance avec un club que nous suivons est bien évidemment fortuite. Voilà, bah tu l'as un peu spoilé, Osvaldo. Pas de match à débriefer cette semaine. Donc la semaine passée, on se demandait de quoi on allait vous parler. Et puis, eh ben, fort heureusement, il y a eu quelques petites actualités intéressantes durant la semaine de la part du club et suffisamment de choses intéressantes pour qu'on ouvre une rubrique, on va dire, de Mercato. C'est l'épisode 2 de Mercato pour le Mercato à venir. Et puis, on va le structurer un peu en plusieurs parties parce que, comme je le disais, il y avait pas mal de choses intéressantes qui ont été amenées. Donc, on va commencer tout de suite cette rubrique de Mercato, si vous le voulez bien, messieurs. Alors, on va commencer pas par la première nouvelle chronologique, quoique je ne sais plus comment elles sont tombées. J'ai pas revérifié juste avant l'enregistrement de l'épisode, mais on va commencer par celle qui va, on va dire, va nous faire le moins parler. Le club a annoncé la prolongation du contrat de Léo Seydoux cette semaine. Alors, selon la politique habituelle du club, la durée de la prolongation n'a pas été annoncée. Mais voilà, cette annonce, ben voilà, elle a été prise très positivement par la communauté. On va la commenter peut-être un petit peu, Colin. Voilà, Léo Seydoux, ben voilà, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouvera la saison prochaine. Oui, c'est une bonne prolongation. Avec la saison, il s'est bien adapté à Xamax. Et c'est un bon latéral qu'il fallait garder. Donc non, très bonne idée du club et très bonne nouvelle. Alors Varam, la seule chose, on va dire, par rapport à Léo Seydoux cette saison, c'est que ben avec la blessure de Jetmir Krasniqi, ben il n'a pas tellement eu de concurrence à son poste sur une majeure partie de la saison, mais ça c'est pas trop ressenti. Voilà, Léo Seydoux, il a fait le job à ce poste-là cette saison. Ouais, clairement, il a fait le job. C'est un mec qui mouille la chemise. C'est un joueur quand même maintenant qui a une certaine expérience. Lors de son premier passage, il était tout jeune. Là, maintenant, ben, les années ont passé. Donc, il a eu des expériences aussi à l'étranger. C'est un joueur fiable. À mon avis, de moi, comme je le perçois sur le terrain, c'est un joueur qui a l'air d'avoir un mindset exemplaire. Donc, non, c'est très bien. Après, bah, des fois, il n'est pas toujours très propre techniquement sur certains centres, sur certains contrôles. Parfois aussi, dans certaines diagonales, il se fait un peu prendre. Mais si on enlève ça, c'est un joueur qui met beaucoup d'envie, qui monte aux avant-postes. Il n'hésite pas aussi à créer un certain surnombre. Donc, non, c'est très bien. C'est très bien. Puis, comme on l'a dit et redit, et ça a été dit dernièrement par notre propriétaire, il faut de la stabilité. Voilà. Donc, nous, c'est un clou sur lequel on tape depuis longtemps. Et puis, on aimerait bien qu'un jour, ce clou s'enfonce réellement dans la planche. C'est ça, Osvaldo, finalement, ce qu'on apprécie dans cette prolongation, au-delà du fait qu'elle arrive, c'est aussi son timing, hein. Et ça, additionné à la prolongation de contrat de Jonathan Fontana, qui était déjà intervenu bien plus tôt dans la saison, on va dire que les deux titulaires potentiels à ces postes-là sont sécurisés assez tôt.
Tout à fait. Et moi, j'aimerais ajouter une chose, c'est que je suis quand même assez content pour Léo Seydoux parce que finalement, lors de son premier passage chez nous, il a eu un passage dans une saison qui était assez compliquée puisque c'était la saison de la relégation en Challenge League. Et que de ce point de vue-là, le pauvre, moi, je n'aurais pas voulu être à sa place, hein. Il a fait partie de cette équipe finalement construite avec Joël Magnin pour lancer les jeunes en Super League, alors qu'on sait très bien qu'ils ont été un peu lancés à l'abattoir. Et finalement, moi, enfin, compte tenu de ce premier passage, j'étais très content de sa saison. Et je pars du principe que ça faisait partie des joueurs à garder et à confirmer. Mmh. Oui, oui, et puis, ben, voilà, c'est aussi quelque part, gageur que le joueur se sent bien et il prolonge, avant même la fin de la saison. Il décide de pas aller tâter le marché. Donc, voilà, on le rappelle, hein, Léo Seydoux, il est originaire du canton de Fribourg. Il y a aussi, je pense, des questions de proximité, pour lui d'être plus proche de la famille qui rentre en ligne de compte. Donc, voilà. On se réjouit de cette prolongation du côté de Xamcast et puis, sur les différents réseaux, les réactions ont aussi été très positives de voir un joueur, voilà, de qualité dans l'effectif et puis aussi, humainement très sympathique prolonger au club. Voilà, je vous le disais, voilà, on va pas s'étaler plus longtemps sur cette prolongation. Je pense qu'elle fait l'unanimité. Une autre décision est tombée, le même jour, hein, je pense, mais je me souviens plus dans quel ordre les choses ont été faites. Ça a été l'annonce de la non-reconduction, du contrat d'Anthony Breza à l'issue de cette saison. Donc cette fois, c'est, une certitude. Anthony Breza ne sera plus l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, à la reprise des entraînements, à la suite de cette saison, donc pour la saison 2026-2027. Messieurs, on va dire que on n'est pas surpris de cette décision. On va peut-être commencer par toi, Osvaldo. On n'est pas surpris. Non, non, très sincèrement, non. Il est arrivé dans un contexte bien particulier, hein, Anthony Breza, si on le rappelle à nos auditeurs, avec le départ d'Uli Forte. Il avait signé 24 heures après l'officialisation, en tout cas de sa signature avait été faite 24 heures après l'officialisation du départ d'Uli Forte. Et voilà, c'est un entraîneur qui, comme beaucoup d'entraîneurs sous l'ère colère, repart avec quelques victoires, oui, quelques moments d'émotion, mais qu'est-ce qu'il retiendra véritablement de sa période à Neuchâtel? Au-delà de tout ce qu'on a dit sur lui, hein, moi, je me pose vraiment la question à sa place, comme à la place de beaucoup d'entraîneurs qui sont passés sous la direction actuelle, de me dire qu'est-ce que j'avais réellement comme possibilité de bien faire et qu'est-ce que je retiens de mon expérience. Sincèrement, je me pose la question Mmh. à sa place à lui et à la place d'autres entraîneurs qui sont passés par le club récemment. Ouais. Alors, on va effectivement décortiquer un petit peu les différentes étapes, potentiellement par lesquelles, Anthony Breza est arrivé au club. Donc tu l'as dit, hein, Osvaldo, il est arrivé donc, on peut le dire, hein, au mercato d'hiver, 2024-2025, après le départ d'Uli Forte. Et puis, Varam, dans cette première partie, on a beaucoup entendu un discours d'Anthony Breza qui disait, voilà, je prépare déjà la saison prochaine. Il savait, hein, quand il est arrivé, Anthony Breza, que l'équipe n'avait plus rien à jouer. Et puis, voilà, il voulait participer à ce tri de joueurs et puis déjà essayer d'instaurer voilà, un peu un plan de jeu et un mindset dans l'équipe. Donc, ça, c'était pour les 18 derniers matchs de la saison 24-25. Et puis, on avait trouvé déjà un petit peu léger, hein, dans cet objectif de préparation de la saison suivante. Varam, on trouvait que c'était déjà pas atteint à l'issue de la saison dernière. Non, bah clairement, bah c'est vrai qu'il s'est présenté avec un bel emballage, avec un beau discours, avec des paroles, on va dire, ambitieuses, avec un plan de jeu quand même assez clair, du foot offensif, pressé haut, enfin voilà.
Et finalement, bah, c'est vrai que à sa décharge, il faut être honnête, il arrivait dans un contexte, comme Matteo l'a bien dit, qui était compliqué, dans une équipe, bah, comme malheureusement trop souvent ça nous arrive, en mode roue libre, qui jouait plus grand chose. Mais déjà là, on voyait que la greffe avait beaucoup de peine à prendre. Et puis en même temps, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a un discours ambitieux au niveau du jeu, mais qu'en même temps, on prépare déjà la saison prochaine. Donc c'est vrai que c'était un peu ambivalent, c'était un peu bizarre. Et c'est vrai que sur ces 18 derniers matchs, on n'a pas vu grand-chose hormis quelques victoires contre des équipes qui étaient beaucoup plus faibles que nous, à savoir des Nyon, Bellinzone. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. Et c'est vrai que les promesses de jeu, on les a pas tellement vues. Et puis c'est vrai que c'est un peu spécial de. Alors je comprends qu'il n'y a plus rien à jouer, mais de déjà préparer la saison prochaine. Peut-être est-ce qu'il aurait fallu penser justement plutôt au présent et de directement mettre ses préceptes de jeu en place. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un peu une dichotomie. Enfin voilà, ça manquait un peu à mon avis d'une certaine cohérence et ça s'est vu à mon avis sur la pelouse. Mhm. Effectivement. Et puis, Colin, sur on va dire la première partie de cette saison, on sent un Anthony Breza, voilà, raccord avec la direction, avec un objectif ambitieux de vouloir jouer le haut du tableau. Cet objectif, voilà, il est atteint, on va dire, sur le premier des 4 tours, mais petit à petit, les choses s'aggravent et on arrive à mi-saison, on est de nouveau largué, finalement, Colin. Ouais, c'est ça. L'année passée, il nous a vendu ce projet effectivement de monter et puis de bien s'entendre avec Collet. Les résultats suivaient pas tellement que ça l'année passée. Comme tu l'as dit, on était en roue libre. On a fini 8e, donc il y avait quelque chose qui jouait pas, mais on lui a laissé le bénéfice du doute sur le fait qu'il allait bien préparer la saison passée, cette saison qui venait. Il a même commencé une préparation beaucoup plus tôt que d'habitude pour avoir le plus de semaines de préparation possible. Et bon, le premier tour était plutôt réussi, mais dès le deuxième, ça a commencé à lâcher. Et cette fameuse préparation qu'on nous a vendue, bah, au final, on n'a pas vu beaucoup de choses de ces préparations-là. Donc moi, je comprends qu'il soit pas conservé. Je suis plutôt d'accord de ne pas garder un entraîneur pareil parce que effectivement, la saison passée, il y avait déjà eu trop de mauvais résultats et cette saison, bah, on est 5e dans le ventre mou. Alors pas tout n'est de sa faute, mais il y a des choses, il y a des choses et des choix tactiques qui sont quand même à sa décharge. Mhm. Et puis, voilà, finalement, il y a un troisième tour qui est disputé. Finalement, il aura fait 6 tours en tout, 3 si on compte les matchs à chaque fois aller-retour. Osvaldo, les résultats sur le tour qu'on est en train de vivre, qu'on a déjà vécu, puis la deuxième partie maintenant, voilà, sont toujours relativement modestes, on va dire ça comme ça, mais quand même, il y a une grande différence par rapport au reste de son mandat. C'est qu'il commence à y avoir une dissonance entre le discours présidentiel et ce que Anthony Breza met en place sur le terrain. Dans le mercato d'hiver, Jean-François Collet annonce l'objectif de vouloir faire plus jouer les jeunes. Et puis, Anthony Breza semble être d'accord avec ça. Et je ne sais pas vous, messieurs, je te pose la question à toi, Osvaldo, là, mais on a l'impression que ce fameux match à Bellinzone, il a opéré une scission définitive finalement entre Anthony Breza et la direction, même si ça ne s'est pas vu directement, mais on va dire dans ses compositions et même dans ses choix, Anthony Breza était plus raccord avec Jean-François Collet. Bon, clairement, bah, ça, enfin, personnellement, les gars, moi, je sais pas ce que vous en pensez, et je sais pas quelle est votre expérience de ce point de vue-là. Deux d'entre vous, en tout cas, sont plus vieux que moi, mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses. Où je vois finalement un match de championnat de ton équipe première. Le championnat est le pain quotidien finalement d'une équipe. Et où finalement le président, le propriétaire, décide à la place du coach d'envoyer les moins de 19 ans disputer le match à la place de la première équipe sans que le coach ait son mot à dire. Personnellement, moi, c'est la première fois que je vois ça. Maintenant, voilà, c'est un peu un problème aussi de manière générale. C'est clair qu'il y a eu un décalage. C'est clair que tout entraîneur qui aujourd'hui
arrive avec des véritables ambitions sportives à Xamax se retrouve souvent freiné par la direction et par le message de la direction. Maintenant, il y a aussi autre chose, et je pense que dans n'importe quel autre club, ça finit par se briser à un moment donné si les résultats ne suivent pas. C'est finalement une ambition, mais une ambition, j'ai envie de dire presque proférée avec le mauvais type de message depuis le début, comme l'a dit Varane, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec beaucoup de beaux discours et que voilà, et qu'on avait l'impression qu'il se rendait pas vraiment compte que finalement, bah voilà, il avait fait les résultats qu'il avait fait avant dans d'autres clubs, dans d'autres contextes, qu'il était à Xamax dans un contexte où les gens obligatoirement en attendent plus qu'Oslo, en attendent plus qu'au Stagnonnais, en attendent plus que dans les autres clubs où il est passé. Et ça c'est un problème. Après, c'est clair que ce match à Bellinzone, surtout quand on sait que 3 jours plus tard, on sort de la coupe et que la saison pour nous est terminée à ce moment-là, c'est sûr que moi, personnellement, même si je me mets à la place d'Anthony Breza, j'ai pas envie de continuer et j'ai presque envie de donner ma démission au président pour la fin de la saison, après l'élimination en coupe, après ce qui s'est passé. Parce que je Mhm. sais que je n'ai plus la main sur mon groupe. Alors, je pense qu'à ce moment-là, Anthony Breza, peut-être il caresse encore l'espoir secret de pouvoir voilà, changer un peu les objectifs et puis d'être prolongé au club, mais je pense qu'il est vite déçu. Quand même, suite à ce match, et même un peu avant ce match, hein, finalement, après coup, on se dit, mais ouais, les signaux étaient déjà là. Varane, les 3 mots, enfin les 2 mots, Youth Trophy, Trophée des Jeunes, deviennent omniprésents dans l'actualité de Xamax. Elles deviennent omniprésents dans le discours de Jean-François Collet. Elles deviennent omniprésents aussi dans un peu celui d'Anthony Breza. Et ça va même jusqu'à au mot d'Anthony Breza dans les médias partenaires du club au moment de l'annonce de sa non-reconduction. Anthony Breza le clame, le président est obsédé, je pense on peut dire ça comme ça, obsession dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une pensée omniprésente dans notre esprit qu'on n'arrive pas à chasser, et est obsédé par le trophée des jeunes et par l'intégration des jeunes joueurs, Varane. Cette fois-ci, personne ne peut s'en cacher. Oui, ben, ça a clairement été le point, je pense, de friction en fait, entre les deux, clairement. Après, bah voilà, on a un propriétaire qui est plus intéressé par le Young Trophy que par un véritable projet sportif, hein, voilà, c'est factuel, je pense, hein. Mhm. Donc voilà. Puis après, moi, si je me mets à la place du coach, bah, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver dans un club où finalement les projets, les ambitions sportives, il n'y en a pas tellement, où le seul finalement en fait d'objectif, c'est de faire jouer les jeunes du club parce que ce sont des plus-values qui marchent et qui courent. Bon, ben voilà quoi. Donc pour un entraîneur, c'est pas super excitant non plus parce que ce que je veux dire, quand on est un entraîneur pro, quand on est un joueur pro, ben ce qu'on a envie, c'est quand même d'avoir un minimum d'ambition sportive, quoi. Sinon, on reste à la maison ou alors on fait du foot le dimanche avec les potes, quoi. Ou alors on va se faire un five, quoi. Sur le terrain de Donc foot. voilà, donc ça Ouais, c'est déjà, je pense que c'est compliqué, même si c'est vrai que sur certains jeunes, j'ai bien dit certains, style Azemi, je pense que à mon avis, il aurait mérité, par exemple, un minutage d'un peu plus élevé. La gestion de Lentini aussi, moi, m'interroge passablement. Mais c'est vrai que ça a été le point de friction. Parce qu'après, je pense que le choix de ne pas conserver Breza, c'est un bon choix. Parce que voilà, la greffe n'a pas prise. Je pense qu'on n'a pas tellement d'évolué, même si le contexte doit être pris, qui est un contexte difficile. On le répète encore une fois clairement, mais je mhm. pense qu'il garde pas Breza pour les mauvaises raisons en fait. Et c'est ça un C'est petit ça. peu le problème. C'est qu'il a raison de pas le garder, mais c'est les motifs à mon avis qui sont pas les bons. C'est Voilà, ça. parce que s'il avait dit voilà, il nous a promis un plan de jeu, il nous a promis du jeu qui vient pas. On pense que c'est pas tous les jeunes, mais certains jeunes qui jouent pas assez, style Azemi. Là, je dis ok. Mais si la raison pour laquelle on le garde pas, c'est parce qu'il fait pas assez jouer les jeunes, puis qu'il y a le Young Trophy, franchement, c'est pas du tout sérieux, quoi. C'est C'est pas ça. du tout sérieux.
c'est pas du tout sérieux. Et Colin, finalement, on arrive sur un espace un peu difficile parce que tu peux pas reprocher en tant que propriétaire à ton coach quelque chose si tu lui donnes pas les moyens de l'atteindre. Et clairement, c'est ce qui se passe. Jean-François Collet prend la décision de ne pas garder Anthony Breza à cause de la non-intégration des jeunes, mais il lui donne pas les moyens de les intégrer correctement, Colin. C'est ce qui se passe, en fait. Et Anthony Breza, c'est ce qu'il dit à demi-mot, finalement. Ouais, les jeunes sont pas assez prêts pour cette montée en championnat professionnel, enfin championnat senior, je veux dire. Et on voit qu'il y a un manque au niveau justement de cette formation des jeunes, on en parlera ensuite, mais il y a un manque au niveau ils passent du M19 à l'équipe première. Et là, il y a un truc qui joue pas. Il manque une équipe des M20, une fameuse équipe des M21 qu'on avait jusqu'en 2023 qui a été fermée et une équipe M21 qui permettait d'assurer cette transition-là et qui permettait à des jeunes aguerris qui avaient fait leur preuve en M21 de pouvoir monter au championnat professionnel et d'être prêt, quoi, d'être déjà plus prêt que quand tu montes du M19 à la Challenge League, qui est quand même un step énorme, on va dire, pour eux. Et donc, c'est pas en les envoyant jouer un match tous ensemble à Bellinzone qu'ils vont atteindre ce step. Donc, non, clairement, Jean-François Collet, de pas les bons moyens à Breza. Et effectivement, le message renvoyé au coach n'est pas le bon, puisqu'il fait pas jouer les jeunes, mais comment est-ce qu'ils mettent les jeunes en exergue alors que les jeunes sont pas prêts, les jeunes sont pas au niveau, et que je me souviens que quand ils ont fait pour les préparer à Bellinzone, Bressa a été obligé de faire 2 séances d'entraînement par jour, une pour les seniors, une pour les jeunes, pour les préparer face à ce match à Bellinzone. Tu peux pas demander ça à un coach. Il y a une masse de travail qui est beaucoup trop grande. Et surtout pour un club de Challenge League où le staff non plus n'est pas à foison, je veux dire, genre il y a Breza, il a peut-être 3-4 assistants, et puis voilà, c'est pas non plus, les mecs peuvent pas se démener puis faire ça pendant toute la saison. Alors c'est clair qu'ils l'ont fait spécialement pour le match face à Bellinzone, mais du coup ouais, il faudrait peut-être faire ça toute la saison si tu veux que tes jeunes ils soient prêts, étant donné que t'as pas d'équipe M21, et c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Et voilà, nous, on voulait livrer un peu une petite analyse de pourquoi ça ne marche pas, l'intégration des jeunes, parce que notre crainte principale en tant que supporter, c'est que voilà, Jean-François Collet va choisir un entraîneur pour la saison prochaine, il va lui fixer le même objectif, mais comme les moyens n'auront pas changé, eh bien, on va répéter finalement les mêmes erreurs avec un autre coach. Donc voilà, on avait envie un peu de porter une réflexion là-dessus et de la partager avec vous, chers auditeurs. Alors, quand on parle de l'intégration des jeunes, oui, Colin. Tu parlais du message renvoyé à l'entraîneur. Je veux juste ajouter ça, mais le message renvoyé à tout le monde. Là, on l'a finalement compris cette saison et on a compris que Collet, il voulait vraiment faire du training de joueurs et de jeunes. Bah, le message renvoyé pour tout le monde, il est mauvais, que ce soit pour les sponsors, pour les joueurs, pour les fans. Étant donné que les sponsors, ils se disent ils investissent dans un club qui ne vise pas la montée, mais juste du trading de joueurs. Ça leur sert à quoi de mettre de l'argent dans le club si le club va pas monter, va pas changer de niveau, et que en fait, ils sont juste là pour assurer le minimum financier dont a besoin Collet. Comme ça, Collet peut après s'en mettre plein dans les poches et puis dans sa société, je veux dire, il peut s'en mettre plein dans la société Grand Chelem et pouvoir se payer un Novak Djokovic à Bâle ou Akstad. Ça sert à quoi, honnêtement? Là, franchement, le message renvoyé à cette fin de saison, il est cata chez cata, comme dirait Ludovic Magnin, et là, on arrive à un point de non-retour. Oui, effectivement, on arrive à un point de non-retour. Alors, j'ai fait peut-être un petit listing pour commencer cette rubrique, messieurs. Alors, on va d'abord citer Franck Surdé, Zakaria Tekame, qui sont, on va dire, les principales réussites évoquées par Jean-François Collet quand il évoque le fait que Xamax doit former les jeunes et les vendre ensuite à des clubs plus hauts. Mais finalement, nous, à Xamcast, on est assez lucide sur le fait que Franck Surdé et Zachary Atekame sont les exceptions dont Collet a fait la règle, hein, messieurs. C'est un peu c'est pas des anomalies, on va dire, mais Atekame et Surdé qui sortent la même saison, c'est assez étonnant, mais il y a rien d'étonnant non plus. Atekame je veux dire, Surdé sur des M21. Surdé avait déjà joué avec nous il y a 2 saisons auparavant, et puis il avait connu cette saison placard après ce transfert annulé au LS.
Et là, il arrivait avec plein d'ambition. Il avait bien joué avec les M21. Il savait qu'il avait le niveau pour l'équipe première. Et donc, c'est pour ça qu'il a aussi vite percé pendant ces 6 mois et qu'il a aussi été vite vendu. Atekame, c'est un peu moins attendu, mais Atekame, il arrive de Servette des M21. Il a aussi connu le championnat M21. C'est un gars qui est prêt pour le championnat, peut-être pas prêt pour la Super League, mais qui donc est prêt pour la Challenge League. Et c'est pour ça qu'il est lancé. Et surtout qu'il n'y a pas non plus 15 000 alternatives au poste de latéral. Donc c'est pour ça que Atekam a ses chances. Et bah, derrière, on le voit, les deux, ils sont vendus au bout de 6 mois. Et Collet a pu très bien réussir. Derrière, il y a encore Atekam qui est revendu tout de suite à Milan. Et là, Collet, il touche 10% de pourcentage, mais ça marche une fois sur deux. La preuve, c'est que sur D, lui, il n'a pas touché les 10%, étant donné que sur D n'a pas connu l'explosivité. On n'a aucune certitude par rapport à ça, Colin, c'est des spéculations. Mais on n'a aucune certitude. Non, je dis juste, je spécule. J'avoue, je spécule. Mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'il est revenu à Sion, qu'il n'a pas explosé à la Gantoise, sûrement que ce bénéfice que prévoyait Collet sur une deuxième revente du joueur a été moindre comparé à celui d'Atekame. Ouais, tout à fait. Oui, Et puis, oui, Varham. Puis ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en fait, ce qui est bancal et que ce qui fait que ces deux joueurs cachent, enfin, ce sont les deux arbres qui cachent la forêt, c'est qu'en fait, notre propriétaire fait une erreur stratégique en termes de trading. Ça veut dire que lui, il pense faire du trading au fait agressif avec des jeunes qui sortent de notre centre de formation. Mais à mon avis, c'est tout faux. Trading agressif, ce qui veut dire, c'est qu'on lance les jeunes et ils explosent au bout de 6 mois, voire une année. Mais ça peut marcher qu'avec des joueurs en post-formation, on va dire entre 20 et 28 ans, globalement. Comme ça a été très, très bien fait, il faut le dire, avec Ace Lassier et avec Mafuta, par exemple. Franck Surdé et puis Atekame sont des exceptions parce que Franck, il a un pied, il a une technique différente des autres joueurs. Et parce que Zach, il a une mentalité, quand il arrive chez nous dans la saison la plus bourbier, la plus horrible, la plus scandaleuse, avec un effectif mal monté, où les trois quarts, c'était des pipes, le truc, c'est que le mec, il arrive avec une personnalité de grand joueur, et je pense que quand il arrive chez nous, mentalement, c'est déjà un joueur qui a 25 ans. Donc, au fait, de croire que c'est ça le modèle, c'est complètement faux. Si il veut vraiment faire du trading agressif, comme on dit, instantané, qu'il le fasse avec des joueurs entre 20 et 28 ans, des joueurs, par exemple, comme Beissel Acier, qui avait joué une saison en Super League chez nous, qui avait été un peu prêté après, je ne sais plus où, en Challenge League, Mafuta, qui était un excellent joueur, mais qui avait raté sa carrière à cause d'un transfert folklorique en Grèce. Voilà, les profils, c'est ça. Mais comme ça a été bien dit avant, on ne peut pas prendre des petits minots qui ont 18, 19 ans, qui sortent des M19 et de les catapulter comme ça en première équipe, et puis espérer qu'en 6 mois, une année, ils flambent et puis qu'on va pouvoir les vendre. Il y a peut-être Azemi, parce que Azemi, moi, je le mets dans la même case que Franck Surdé, c'est un virtuose. Peut-être lui. Mais ce que je veux dire, un Reinhardt, qui est certes, je pense, qui est un très bon joueur, c'est pas ce profil-là. Et en plus, Reinhardt, c'est un défenseur. Il faut attendre, parce que un défenseur, il devient mature dans la deuxième partie de sa carrière, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de profils, voilà, mais si c'est le trading, si c'est la voie qui veut être entreprise et puis choisie, mais faites-le de manière cohérente. Bon sang. Ouais. Oui, parce que au-delà de Franck Surdé et de Zachary Atekame, il y a eu Burak Alili, il y a eu Endrit Morina, Nicolas Morer, Benjamin Roth, Danny Catin, Sébastien Moulin, Exxon Rexay, Axel Arm, Ange Dacoury, plus plein d'autres Campos. que j'ai certainement oublié. Ouais, Campos, si c'est pas un joueur formé chez nous, c'est un problème un peu différent. Ah oui, oui. Mais voilà, c'est tous des joueurs qui, à l'exception d'Alili, de Osvaldo, de nos jours, évoluent en Promotion League, voire en Première Ligue classique de nos jours. Alors que il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des joueurs qui étaient considérés comme potentiellement des joueurs pouvant faire un bout de carrière au club. Bah voilà, tu as tout résumé. Moi, je pense que, mais enfin,
cette histoire finalement des jeunes, je veux dire, c'est quelque chose qui de manière générale, je veux dire, dans tous les clubs qui marchent, les jeunes sont des joueurs et sont des profils, ils sont des profils qu'on intègre petit à petit dans la première équipe. On prend les plus talentueux de la classe d'âge et puis petit à petit, on les fait avoir des minutes progressives dans l'équipe et en première pour qu'ils puissent s'intégrer gentiment jusqu'à devenir titulaires, jusqu'à devenir vendables si tu veux faire du trading. Mais c'est vrai que dans cette, obsession du Young Trophy, encore une fois, on revient là-dessus, mais l'épisode à Bellinzone, c'est un peu comme la saison finalement de Joël Magnin avec, le fait de lancer les jeunes en Super League, quoi. Je veux dire, oui, il y avait des joueurs expérimentés à l'époque qui encadraient cette première équipe. Mais il y avait beaucoup trop de joueurs qui étaient lancés dans le bain à un niveau qui était beaucoup trop élevé pour eux. Mmh. Et finalement, comment tu veux mettre en valeur des jeunes si c'est pour les balancer dans la poêle, et se faire cuire comme des steaks, hein? Je suis désolé, mais c'est un peu, c'est la seule image que je trouve. C'est un peu compliqué, puis dans une équipe qui ne tourne pas, ben, les jeunes vont forcément pas tourner et ne vont forcément pas prendre de valeur. Enfin, c'est un cercle vicieux quelque part. Ouais. Alors, globalement, depuis l'arrivée de Jean-François Collet, mais je pense même sur la fin de la période, de Christian Bingley, l'intégration des jeunes, au club était déjà, un problème et enfin, voilà, on va pas s'étaler là, c'est un autre sujet, mais je pense que, les relations, on va dire, plus ou moins tumultueuses entre la fondation Gilbert Facchinetti et le club pendant plusieurs années ont pas mal court-circuité ce processus et puis on fait que, voilà, les jeunes, n'ont pas été suffisamment bien, encadrés quand ils arrivaient dans le club. Mais, on va dire que ce programme-là, il prend une mauvaise tournure pour nous, à l'issue de la saison 22-23, donc pour le début de la saison 23-24. Là, c'est SFL prend une décision elle fait une réforme en fait et elle décide d'ajouter une catégorie d'âge, les M19, hein, qui n'existaient pas, avant. Heu, Bien évidemment, cette équipe est, sous la responsabilité des clubs professionnels de la SFL, dont fait partie, Xamax à ce moment-là. Et puis, Xamax prend une décision vivement critiquée à ce moment-là. On n'est pas les seuls, hein, il faut le rappeler. Je suis allé rechercher un peu dans les archives, mais le FC Arro prend également la décision de, supprimer la catégorie des M21 pour ne garder que les M19 qui sont une exigence de la SFL. Il y avait pas le choix, il fallait avoir une équipe, M19 et puis, voilà, on nous dit: «Bon, même si ça coûte, 100 ou 200 000, c'est pas pour des raisons financières qu'on décide de suspendre, cette équipe» et puis, à ce moment-là, Christophe Moulin, hein, qui est en poste comme directeur football, il a un discours rassurant. Il me dit: «Voilà, on va offrir un suivi, plus individuel aux jeunes» et puis comme il y aura plus cette catégorie des M21, ben, les jeunes seront potentiellement en 2 catégories. D'un côté, on va mettre les jeunes qui sont vraiment extrêmement talentueux et prometteurs, qui peuvent franchir un pas et qui eux, peuvent intégrer l'équipe A peut-être plus vite. Et puis de l'autre côté, on dit les jeunes qui sont quand même prometteurs, mais un peu moins, on va dire moins les talents précoces comme tu citais Azemi et Franck Surdé, Varane, on va les prêter, aux clubs partenaires, hein, à ce moment-là, le FC Bienne et les SR de Mmh. Lémont. Le moins qu'on puisse dire, Varane, cette promesse-là, elle n'a pas été tenue. Bah ouais, parce que c'est ça, c'est qu'alors, ok, on enlève les M21, très bien. Mais à mon avis, l'idée logique, la suite logique aurait été de dire, bon, les M21, on sabre, mais on trouve un club partenaire qui puisse assurer, on va dire, qui soit un peu l'antichambre, l'entre-deux entre les M19 et la première équipe. Et typiquement, Bienne, ça aurait été une super idée parce que bah déjà, c'est une équipe bah, qui est proche. Ils ont des infrastructures qui sont super. Ils ont un nouveau stade, enfin un stade assez récent. C'est une équipe ambitieuse qui joue quand même le haut du tableau de Promotion League. Franchement, Bienne est
a franchement le physique que du rôle, quoi. C'est le club partenaire idéal. Donc en fait, moi je comprends pas pourquoi on décide de sabrer les M21, mais qu'on n'essaie pas de trouver un partenariat avec un club, d'autant plus que Bienne est un club voisin qui a en fait un profil parfait. Donc c'est de nouveau une décision incompréhensible et puis une énième zone d'ombre, quoi. Ouais, ça donne. Il y a aussi les SR de Lémont dans l'histoire qui, eux, sont encore une catégorie en dessous, en première ligue classique, qui auraient pu aussi avoir ce Aussi. rôle. On a l'impression qu'il y a un partenariat dans la formation des jeunes, c'est-à-dire qu'à un moment, les jeunes talents jurassiens et les jeunes talents bernois, on va dire du Jura bernois, eh ben, viennent à Xamax, mais que derrière, eh bien, après, on n'en fait rien de ces joueurs-là. Et là-dedans, il y en a pas mal, des gens qui viennent, des jeunes qui viennent de Bienne ou du Jura, et finalement, eh bien, on les prête pas. Il y a pas de programme de prêt cohérent là-dessus. On les garde chez nous. Et puis, tu l'as dit avant, Colin, on les envoie au pilori, on les envoie directement avec l'équipe A. Et là, on arrive tout de suite avec des gamins, j'ai envie de dire comme ça, qui se retrouvent. Alors, ils sont pas en Super League, certes, mais qui se retrouvent quand même dans le monde du football professionnel. Neuchâtel Xamax est un club pro de la SFL. Ils évoluent dans un championnat qui est professionnel avec des infrastructures professionnelles. Et ben, physiquement, Osvaldo, qu'est-ce qui se passe quand on amène des gamins dans une structure professionnelle avec des entraînements et des matchs à haute intensité? Qu'est-ce qui se passe inévitablement si c'est pas bien encadré? Bah, ils suivent pas. Ils suivent pas. Et quand un joueur ne suit pas, on l'a vu encore ce début d'année 2026, on a eu 2 confirmations éclatantes de ça. Alors, éclatantes pas dans le bon sens, mais par rapport à notre théorie, c'est des blessures. On a Gonzalo Sacramento qui se fait les croisés. Il rejouera pas en 2026. Il va faire comme Liridon Moulay. Il reviendra au mieux en janvier-février de l'année prochaine. Et on a Shiloh Reinhardt qui fait une blessure de fatigue, c'est-à-dire une blessure plus ou moins standard, mais qui en fait est due à un rythme à trop haute intensité pendant trop longtemps. Et du coup, pour une blessure qui le ferait peut-être manquer 2 semaines, ben, il en manque 6 parce que ça vient sur un corps fatigué. Là, peut-être, voilà, c'est un peu, c'est un peu un cours d'anatomie-physiologie, mais à 18 ans, on n'est pas des hommes au sens physiologique du terme, des hommes adultes au sens physiologique du terme. Le corps, il est encore en consolidation et du coup, quand il est trop soumis trop longtemps à une haute intensité, eh bien, ça provoque des lésions musculaires, ça provoque des lésions de croissance chez le jeune joueur. Et Varane, enfin, là, on a évoqué Sacramento, mais dans ce contexte-là, Nicolai Maurer s'était aussi fait les croisés. Hendrik Morina avait aussi manqué de la compétition. Benjamin Roth a eu aussi une grave blessure. Alors lui, c'est différent, il était gardien. Combien de jeunes ont eu des graves blessures depuis quelques saisons ou une accumulation de petites blessures? C'est juste effrayant. Oui, et puis on se rappelle aussi, moi je me rappelle de Onge Dakouri qui avait énormément de Mhm. problèmes musculaires aussi, qui avait pas mal de petits pépins type élongation, tendinite, voilà. Non, mais effectivement, je pense que des fois le hasard existe, mais pas tout le temps. Voilà. Et que là, en l'occurrence, effectivement, bah, on peut quand même se poser la question. Et comme on dit en italien, 3 indices faites une preuve, quoi. Donc on peut quand même raisonnablement se poser la question et d'être quand même assez sceptique sur l'encadrement et le projet jeune quand même chez nous, quoi. Donc ça pose passablement de questions, effectivement. Et Bourak Halili aussi a eu beaucoup Oui. de blessures chez nous. Donc effectivement, et puis c'est vrai que
Alors effectivement, quand on veut faire briller la vitrine, on montre ces beaux trophées, hein, on montre Vatekame sur D, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer l'arrière-boutique, et puis évidemment, elle est pas souvent exhibée, et c'est ça qui est au fait d'hyper intéressant, et qui, à mon avis, est beaucoup plus représentative, à mon avis, on va dire, de la philosophie et de ce qui est mis en place. Tous ces Oui, contre-coups, ouais, de cette politique. ouais. Et juste ajouter quelque chose, mais le fait de faire jouer Reinhardt et puis Sacramento beaucoup en cette deuxième partie de saison, c'est pour pallier au fait que le club a perdu Fabio Saiz au milieu de terrain et que on essaie de trouver un remplaçant. Du coup, on fait jouer Sacramento, mais au final, il se fait les croiser. Et Reinhardt, c'est la même chose. On n'est pas sûr qu'Epito prolonge. En attendant la réponse du joueur, le club décide de le moins le faire jouer et donc fait jouer les jeunes en pensant que ça va aller. Et au final, ça joue pas du tout. Et puis, et au final, ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Mhm. Et puis, Colin, je vais te laisser la parole. Tu as l'air bien motivé. Si par miracle le joueur ne, si par miracle le joueur ne se blesse pas physiquement, on va parler un petit peu aussi de l'épuisement mental, hein. Chez les jeunes, l'augmentation de la pression, où les jeunes ils passent d'une catégorie de jeu où le résultat finalement passe un peu au second plan à une pression du résultat. Les erreurs individuelles sur le terrain ont plus de conséquences. Et puis, ça veut dire que potentiellement les joueurs aussi sont moins utilisés alors que, ben voilà, quand tu as 18-19 ans, que tu viens de signer ton premier contrat pro, tu as envie de passer du temps sur le terrain. Tu pas envie de rentrer pour les 5 dernières minutes d'un match qui compte pour beurre. Donc mentalement, Oui, c'est une phase difficile à gérer. Soit tu fais des erreurs, tu te plantes et tu es sanctionné, ou alors de l'autre côté, ben, on te fait pas confiance et tu joues pas. Tu joues pas avec les M19 parce que tu t'entraînes avec la pro, tu joues pas avec les pros parce que voilà, parce que tu es un jeune. et il y a effectivement, comme tu dis, il y a tout cet aspect mental, toute cette pression. Et pour un jeune, ça fait beaucoup. Pour quelqu'un qui n'est pas encore mature, même s'il a dépassé les 18 ans, on n'est pas encore très mature à cet âge-là. Et d'un autre côté, ces jeunes, ils ont beaucoup d'entraînements avec la première équipe. C'est quoi? 4 entraînements par semaine, 4-5 entraînements par semaine. Tu rajoutes à ça les études, le fait de devoir aussi réussir d'un autre côté professionnel au cas où ta carrière ne fonctionne pas. Bah, les jeunes, au final, c'est un épuisement mental, comme tu le dis, Mirko. Mhm. Et puis, Osvaldo, il y a aussi j'ai nommé un peu ça, un espèce de plafond de verre au niveau des entraînements. Un entraînement avec les jeunes et un entraînement avec l'équipe première, ça a juste rien à voir, c'est pas la même chose. Ben, c'est pas la même intensité, c'est pas le même rythme. Et Et encore une l'objectif n'est fois, pas le même, surtout. c'est que normalement, en tout cas dans les pays qui sont normalement constitués, n'est-ce pas, Varam? Tu devrais laisser dans certaines catégories de jeunes, le résultat ne devrait pas primer, au moins. Petite dédicace, alors qu'en première équipe, dans le monde professionnel, le résultat prime. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, on a pu le voir, hein, même, c'est la même chose avec. Enfin, pour moi, il y a des ressemblances entre le passage du monde amateur au monde professionnel. On sait que l'année de la promotion, hein, avec l'ancienne équipe dirigeante, on avait recruté un attaquant en toute fin de mercato d'été qui arrivait de deuxième ligue régionale et qui avait assez vite admis qu'il était foudroyé par l'effort dans les premiers entraînements. Et ben voilà, les jeunes, c'est un peu la même chose. C'est que les jeunes, ils sont dans une politique finalement de formation, de développement, de continue d'oser parce qu'il faut te développer, etc., etc. Quand tu arrives en première équipe, c'est plus du tout la même histoire, quoi. Et ça, bah, c'est aussi un paramètre à prendre en compte et qu'on ne prend jamais en compte, manifestement. Oui, et c'est là où on va prendre un peu la défense d'Anthony Breza. On l'a pas beaucoup fait depuis qu'il est notre coach. C'est compliqué, Varam, d'animer des séances d'entraînement pour une équipe pro où en même temps, il faut travailler la tactique, que ce soit ballon en mouvement ou sur balle arrêtée, et en même temps, surveiller et développer les jeunes dans un staff
on va dire, Oui. dégarni comme les cheveux de Sam, quoi. Il en a même plus d'ailleurs. Non, mais comme on l'a dit avant, hein, je crois qu'on a été d'objectif et puis qu'on l'a dit, le contexte autour du coach n'est pas simple. Il y a des entraîneurs, on le dit souvent, hein, mais c'est l'exemple le plus flagrant. Je veux dire, si un entraîneur qui a roulé sa bosse comme Uli Forte n'a pas réussi, bah, c'est que peut-être qu'il y a un problème ailleurs et que c'est pas le coach. Donc on sait que le contexte est compliqué, mais effectivement, quand les objectifs sont bancals, quand les choses sont mal amenées, quand c'est un peu branquignol, et ben forcément pour le coach c'est compliqué. Le coach marche sur les œufs, c'est compliqué. Voilà. Après, euh, je veux dire, c'est clair que quand vous arrivez dans un club où tout roule, comme sur du papier à musique, ben forcément pour le coach, c'est beaucoup plus simple. Quand vous avez des objectifs clairs, quand vous avez une politique et surtout une philosophie. Moi, j'insiste, voilà, j'enlève le mot politique, mais je dirais plutôt une philosophie avec les jeunes, une philosophie claire qui est pertinente, intelligente, qui est limpide, et ben forcément, c'est beaucoup plus simple. Forcément, c'est beaucoup plus simple. Mais comme on l'a dit avant, l'objectif d'un club, ça peut pas être faire du training, faire du trading avec des jeunes de son centre de formation, point barre. Ça, c'est pas possible. Parce que même par exemple l'Ajax, alors oui, c'est faire du trading avec les jeunes, mais après il y a toute une philosophie de jeu derrière, et puis après bah, c'est de se dire finalement, par exemple, on est aux Pays-Bas, donc on n'a pas les droits TV qu'on a ailleurs. Voilà, il y a moins d'argent, ce qui veut dire, bah, ce qui va, entre guillemets, faire vivre le club et qui va faire qu'il y ait des rentrées d'argent, bah, c'est de former nos jeunes. Et comme nos jeunes, il faut qu'on les forme bien pour les vendre beaucoup, eh bien, il faut une philosophie qui est mise en place, une philosophie claire, limpide. Parce qu'on ne peut pas monter un truc de briques et de broc et puis ensuite dire ah mais l'objectif c'est ça. Non. Et puis je répète, si on veut faire du trading agressif, qu'on le fasse, mais qu'on le fasse bien. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être par exemple, moi j'ai l'impression que ce qu'il a d'envie de faire chez nous dans notre club, c'est ce que Yagan fait par exemple au slow. Alors par exemple, si on veut faire ça, prenons Yagan par exemple. Par exemple, hein, parce que par exemple, un Warren Caddy, ah bah c'est super, il marque des goals, il fait 1 an, 2 ans, puis on le vend. Mais oui, parfait. Tout le monde est content. Mm. Voilà, je veux dire, si j'ai envie de manger un Chateaubriand, je vais pas aller dans un sushi bar, quoi. Au bout d'un moment, il faut pas déconner, quoi. Yagan complètement au hasard, hein, au vu de la trajectoire et du nouveau résultat récent du slow, Complètement, encore une et complètement au Complètement, hasard, complètement. suite dans cette émission. effectivement. Voilà. Ouais, on a l'impression en fait que Jean-François Collet, il se croit dans le dessin animé Mulan de Disney. Je sais pas si vous avez la ref. À un moment, il y a le capitaine, il chante la chanson comme un homme, c'est-à-dire qu'il Oui. s'adresse à tous les soldats, puis il va dire, je vais faire des hommes de vous. Eh ben, c'est un peu l'impression que ça donne. C'est ce qu'il veut faire de nos jeunes joueurs. Il veut en faire des hommes. Mais voilà, on veut en faire des hommes adultes plus rapidement pour qu'ils performent plus rapidement, pour qu'on puisse les vendre plus rapidement, hein, parce que il n'y a pas vraiment de volonté sportive à ce projet. On veut pas créer des bons joueurs pour les faire rester à Xamax. On veut créer des bons joueurs pour les vendre parce qu'on n'a pas le budget et parce que voilà, parce qu'il faut faire vivre le club comme ça en vendant des joueurs. Mais du coup, tout ça, ben, ça a un impact hein, sur la maturation osseuse, sur le développement cérébral. Quand les jeunes hommes, mais c'est aussi valable pour les femmes, hein, doivent grandir trop rapidement, la maturation osseuse ne suit pas, le développement mental ne suit pas. C'est une période, là je suis dans mon domaine de spécialité, mais c'est un domaine où le contrôle des émotions, le contrôle de l'impulsivité est encore en train de se faire. Donc, voilà, c'est aussi de l'apprentissage. Donc, potentiellement, c'est des jeunes à qui on n'apprend pas à gérer correctement la frustration d'être sur le banc, qu'on n'apprend pas à gérer des fois les gestes un peu fous sur le terrain qui peuvent avoir des conséquences.
Et puis, ça a des conséquences aussi sur le système cardiovasculaire. Donc, en 5 mots commençant, messieurs, actuellement, on risque plus de briser des carrières que de vendre des jeunes joueurs. Clairement. C'est tragique et actuellement, le rapport, il balance beaucoup plus sur le fait qu'on a brisé des carrières, où on a voilà, peut-être freiné très fortement des carrières, parce qu'il y a des joueurs qui jouent toujours en pro, mais du coup, qui sont plus dans une ambition comme ils pouvaient peut-être l'avoir il y a quelques temps en arrière. Et puis, on a clairement l'impression là-dedans, finalement, que le partenariat avec les clubs béjunnes est sous-exploité. On va parler de ça aussi parce que ce partenariat avec les SR de Lémont, il vient d'être renouvelé. Il y avait une certaine pression qui était exercée un peu de toutes parts pour que ce partenariat soit renouvelé. Alors visiblement, les SR de Lémont ont trouvé leur compte, c'est le cas de le dire, d'un point de vue financier. Je pense que Xamax va rémunérer un tout petit peu mieux le club partenaire, c'est ce qu'ils demandaient. Donc s'ils ont signé un accord, c'est qu'ils ont dû voilà, trouver un point d'entente financier. Mais on a l'impression, dans ce contexte, que Jean-François Collet, il veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que les jeunes, à partir après les moins de 15 ans, ils quittent leur club formateur, ils viennent à Neuchâtel, et puis ensuite, on les développe ou on les développe pas, ou on les pète. Et puis si on les développe, on les vend, on se fait de la thune, et si on les développe pas, eh ben, ils partent, ils retournent peut-être dans ces clubs, mais contre aucune compensation financière finalement, parce qu'on a plus brisé leur carrière qu'autre chose. Et puis, on le disait avant, et je sais que c'est un sujet que tu tiens à cœur, Varam, les prêts de Xamax depuis l'ère Jean-François Collet, c'est du n'importe quoi. N'ayons pas peur des mots. Les prêts de Bah, joueurs, qu'ils soient jeunes ou pas, finalement, c'est du n'importe quoi. disons que c'est pas très productif parce que il faut toujours aller au fait à la racine et puis au fait au sens des choses. Si on prête un joueur, c'est pour que il puisse jouer, progresser et acquérir de la valeur. Alors moi, par exemple, qu'un Briani Soro soit prêté à Chafouz, je comprends pas. Que Briani Soro soit par exemple prêté à Bienne, je comprends. Il n'y a pas de souci, je comprends. Mais qu'il soit prêté à Chafouz parce que on le prête à Chafouz, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le voir pour le suivre? Est-ce qu'il y a un suivi? Parce que, alors là, on est à très très grande échelle, mais dans les très grands clubs, quand il y a énormément de joueurs qui sont prêtés, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des mecs qui sont responsables uniquement des joueurs en prêt. Alors oui, c'est des grosses machines, on parle de gros brands, mais c'est quelque chose de sérieux. C'est pas on prête les joueurs, oh, puis il revient pas, oh, puis finalement, s'il a joué, il n'a pas joué. Non, c'est quelque chose de sérieux. Parce que, C'est parce que le joueur, il a besoin de jouer pour progresser. Mais il faut le suivre. Est-ce que le prêt est concluant? Oui ou non? Est-ce que le joueur est prêt ou pas? Est-ce qu'on va faire un écrémage avec ce joueur, lui dire, écoute, ben voilà, on t'a prêté, on pensait que tu allais arriver là, tu es juste arrivé là, donc on va se séparer. Mais voilà, c'est quelque chose de sérieux. Et dans les grands clubs, il y a des mecs qui sont responsables de faire un suivi des joueurs en prêt. Mhm. Donc, c'est Oui, hyper important. C'est vraiment un aspect qui est fondamental. c'est ça. Et en fait, dans ce contexte-là, Osvaldo, on a l'impression que les prêts, quand il y en a eu, il servait plus à dégraisser l'effectif et, si possible, alléger un tout petit peu la masse salariale plutôt que centrer sur le développement du joueur. Ben voilà, c'est une espèce de parking finalement. On parque la voiture dans le parking provisoire, puis on verra la saison prochaine. Ah, mais c'est vrai, il y a une, quelque Alors, part. Colin, ça lui a provoqué un fou rire incroyable, là. non, je trouve la comparaison bien trouvée par Osvaldo. Franchement, je trouve la Mais c'est comparaison vrai, très c'est bien vrai, trouvée. la voiture est parquée là, puis on regarde, puis finalement, si vous voulez une autre comparaison aussi, c'est la vieille fringue que tu balances dans le coin de ta chambre et puis que tu retrouves 6 mois plus tard, quoi, sans Mais l'avoir touché.
Si je peux me permettre, vis-à-vis de ce qu'a dit Varam, le responsable des prêts, c'est un rôle très important. Pour ceux qui jouent à Football Manager, ils connaissent. C'est un rôle ultra important. C'est un gars qui t'envoie les rapports de tes joueurs. Mais Ouais. on est Xamax. On n'a pas la possibilité d'avoir un tel rôle. On n'a Mais pas le budget, quoi. normalement, non, on n'a pas le budget non plus. Mais normalement, ce serait quand même censé être le rôle du directeur sportif ou du directeur du football, dépendre de suivre où on est le prêt, sachant qu'en plus, à Xamax cette saison et sur les dernières saisons, il n'y en a pas eu 15 000 des prêts. Hein. Le club, on ne voit pas 10 jeunes en prêt par saison. On en a envoyé un cette saison, c'est Soro. Donc, c'est pas très compliqué à faire le suivi, honnêtement, et puis de voir comment ces jeunes se développent. Tu es en train de dire, Colin, que dans ta carrière à Football Manager, tu as suivi le prêt de Briani Soro, en fait. Oui, de très près, le prêt de Briani Soro, très près. Je l'ai suivi de très près. Et après, il a intégré l'équipe 1 comme Collet voudrait. Non, mais ça donne l'impression que Soro, voilà, on comptait plus sur lui. On l'a proposé à tous les clubs de Promotion League et puis ensuite on l'a prêté à celui qui offrait les meilleures conditions, c'est-à-dire qui prenait peut-être, je sais pas, 20 ou 30% de son salaire en charge. Et puis voilà, puis c'est comme ça qu'il est parti à Chafouz, alors qu'il pouvait aller, tu l'as dit, à Bienne, il y avait plus proche, il y avait Bavois, il y avait Bulle, il y a Brighton Rhine qui est pas très loin non plus. Enfin, il y avait plein de clubs où il aurait pu rester plus proche avec un plan de développement. Mais on a aucun partenariat avec Chafouz. Enfin, je veux dire. Et puis, d'autant plus que si on a des clubs partenaires qui sont pas très loin, justement, on peut centraliser la chose parce que il est évident que Xamax ne peut pas se permettre d'avoir un responsable qui soit responsable des prêts, mais de faire, par exemple, un partenariat fiable, sérieux et intelligent, par exemple, avec Bienne ou avec Delémont, ça nous permettrait de justement centraliser la chose, de gagner du temps et aussi de l'argent. Mhm. C'est ça. Et puis, ça pourrait permettre aussi de surveiller un peu, puis de dire, bah, tiens, par exemple, au FC Bienne, ben, je sais pas, le milieu gauche, il est intéressant. On pourrait, voilà, on pourrait avoir, soit se le faire prêter pour voir ce que ça vaut la Ligue au-dessus, ou bien carrément l'acheter pour le prendre pour la saison suivante. Donc voilà, il y a pas ça. On va pas repartir sur la cellule de recrutement. On a déjà assez été critique envers cette partie-là du club. Mais voilà, la conclusion finalement de tout ça, je l'ai un peu résumé comme ça, et vous allez me donner un peu votre avis, messieurs. J'ai l'impression que Xamax, par rapport à ces jeux, est un club consommateur et pas un club formateur. C'est ça. C'est ça. Je ne pourrais pas résumer mieux que cela. Ouais, c'est des produits qu'on consomme et puis voilà, qu'on essaye de vendre au meilleur prix. Mais on l'a vu hein, dans cet échange riche qu'on vient d'avoir, il y a, ça va à aucun niveau. À aucun niveau. Comment c'est possible finalement de vivre sur un projet quand il est si mal géré du début à la fin et d'autant plus quand on vit un peu dans l'illusion de penser que parce que ça a marché pour Franck Surdé, parce que ça a marché pour Zakaria Tekame, ben ça va marcher une fois par année. On arrivera à vendre une pépite du club à un bon prix en Super League, voire carrément à l'étranger, alors que dans les faits, les échecs, mais c'est pas les petits, hein, c'est les gros échecs sont bien plus nombreux que les, euh, les réussites. Et voilà, il suffit de s'asseoir, quelques minutes, de faire des recherches un petit peu, à gauche, à droite, et on s'aperçoit rapidement. Alors à ce stade-là, messieurs, on ne comprend pas pourquoi si nous, on est capable de faire des recherches et de comprendre pourquoi ça va pas, pourquoi à la direction du club, ils sont pas capables? Mhm. C'est vraiment un questionnement, voilà, important et je sais pas vous, mais moi je crains, à nouveau, on va dire le pire, hein, mais je crains des choses pas géniales pour la saison prochaine parce que, enfin pour l'instant, au moment où on enregistre, on est le 19 avril, il y a pas, l'amorce d'une remise en question au niveau de la direction. Jean-François Collet dit: «On veut être ambitieux pour la saison prochaine, on veut atteindre cet objectif du haut de tableau, on veut faire plus jouer les jeunes». Mais à aucun moment je le vois être un peu critique sur ce qui fonctionne pas. Jusqu'à maintenant,
il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est bien. Clamer des objectifs, c'est bien, mais derrière, il faut bosser pour les atteindre, ces objectifs. Bah, c'est-à-dire que si tu clames des objectifs sans démontrer dans l'enchaînement que tu t'en donnes les moyens, Mm. Ouais, mais ça va droit dans le mur. Ça va droit dans le ça, mur. Et moi, ce qui m'embête, c'est ça va que, alors, on est des supporters de Xamax, ça nous fait mal de voir le club comme ça, mais au final, voilà, c'est les échecs de Jean-François Collet. C'est voilà, au final, c'est lui voilà, qui se prend la plus grosse claque dans le visage parce que c'est lui qui passe pour le perdant hein, dans l'histoire. Ça fait 7 ans qu'il est là, ça fait 7 ans qu'on fait des saisons de perdants. Donc voilà, ce côté-là, ça me dérange pas. La même chose pour le directeur général Tiziano Sorrenti. Les échecs sont aussi pour lui. Ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, et là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, et c'est là que c'est plus possible, on peut plus péter des carrières de jeunes joueurs comme ça. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Là, on arrive dans une zone dangereuse. Maintenant, on a pris conscience d'un schéma qui pète des carrières de jeunes joueurs. Et là, ça doit s'arrêter, messieurs. Je veux dire, c'est pas possible de continuer comme ça. On doit, au bout d'un moment, montrer un peu d'humanité par rapport à ça et puis se dire, mais là en fait, on bousille des jeunes joueurs et on peut pas faire ça. On peut pas. Ben, À la limite, que sportivement, ils y arrivent pas, ok, mais les jeunes joueurs, ils arrivent en fin de contrat chez nous, ils sont pétés physiquement, ils sont pétés moralement et ils partent pas dans des bonnes conditions, voilà, se refaire une santé générale dans les clubs de Promotion League, voire de Première Ligue classique. Et là, enfin, moi, j'ai envie de dire à la direction, prenez vos responsabilités par rapport à ça. Vous n'êtes pas juste responsable des résultats et de l'ambition du club. Vous êtes aussi responsable de la santé physique et mentale de vos joueurs. mais ça, je veux dire, Mes collègues restent sans voix, sans réaction. Mais là, ça doit, Non, ça doit. mais si tu veux, moi, ce qui me fascine, c'est de vouloir, enfin, de vouloir changer les résultats en gardant la méthode actuelle. C'est complètement utopiste. Enfin, ce que je veux dire, si on veut changer les résultats, il faut changer la méthode dans ce club. Il y a des choses qu'il faut changer. Mais ça fait 7 ans qu'on est dans des sables de mouvants. Tout le monde est encore là. Tout va bien. La soupe est bonne. Nickel. Je, José, la soupe est bonne? Ouais, c'est bon, nickel. Bon, ben, tout va bien. Oui, Incroyable. mais Tout finalement, va on est bien. maintenu en Challenge Voilà. League, on arrive Moi, à constituer une équipe pour chaque saison, on se maintient voilà, moi, je, avec un peu moins de difficulté qu'un temps. je veux bien hein, qu'on veut être ambitieux et faire jouer les jeunes et machin et stabilité, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, alors les paroles, ça fait 7 ans qu'on entend, mais nous, maintenant, là, on veut des faits. Hein. Là, maintenant, on veut le des problème, faits. c'est que Parce que il y a, je finirai aussi avec ça. La remise en question, elle est zéro. Et dès qu'il y a certains journalistes qui ont osé dire les choses de manière factuelle, on le sait très bien, c'est un secret de polichinelle, ça a été très mal pris. Donc en plus, sur le travail accompli, on peut être plus que sceptique, mais non seulement, il y a quand même une certaine susceptibilité qui tire quand même vers l'arrogance. Et là, on revient à notre ami Magnin. Voilà. Mhm. Ouais, tu voulais dire Osvaldo? non, mais enfin, le problème avec ces discours, c'est que en ce qui concerne notre club, si on prend la généralité hein, des ambitions, si on peut les appeler telles quelles, parce qu'elles sont jamais formulées très clairement, c'est que le discours en début de saison, il a une crédibilité de max 5 à 10 secondes. C'est-à-dire qu'il a une crédibilité qui tient au maximum lorsque l'énoncé des ambitions sont prononcés.
pour autant qu'elle soit véritablement ambitieuse. Parce que pour la plupart, c'est oui, la première moitié du classement. On a envie de dire, ça nous fait une belle jambe, nous, à Xamax, de viser la première moitié de classement. Mais il suffit que le discours dure 2 secondes de plus pour qu'on n'y croit pas une seconde nous-mêmes. Je veux dire, c'est quand même grave. Et dans le prolongement de ce que vient de dire Varam, c'est vrai que c'est comme il l'a dit, on veut les faits, quoi. Ça va 2 minutes. Je veux dire, ce club, il mérite autre chose. Certainement que c'est une petite ville, certainement que c'est une petite région, certainement qu'au niveau de la population, c'est l'une des régions les plus petites de Suisse, si on prend le compte. Mais bon sang, je veux dire, quand on regarde les clubs qui sont montés en Super League ces 4-5 dernières années, avec l'élargissement de la Super League à 12, vous allez me dire qu'on n'a pas notre place, avec un projet bien structuré. Faut arrêter de se moquer de nous. Avec un projet bien structuré, parce qu'actuellement, on n'a pas notre place en Super League. Bien sûr que non, mais il en faut pas beaucoup, hein. Il en faut pas beaucoup, hein, pour remettre un peu de peps dans ce club, pour se remettre à bosser comme il faut. Il n'y a pas besoin de 10 millions par année pour monter en Super League. On le sait. Je veux dire, cette histoire de budget, je blaguais là-dessus tout à l'heure, mais on n'a pas besoin de 10 millions par année pour monter en Super League. Et j'ai même envie d'aller plus loin que ça. Il n'y a pas besoin de 10 millions pour être un club qui forme bien ses jeunes, qui les amène bien dans le monde du football professionnel, et puis pour monter déjà une équipe compétitive dans la régularité en Challenge League, ce que nous ne sommes pas actuellement. En fait, on est une équipe qui a toujours des objectifs dans le court terme. Maximum une saison, voire même des fois ça change d'une saison, pendant la saison. Et puis la vision sur le long terme, il y en a pas. Et une entreprise de manière générale qui n'a pas de vision sur le long terme, elle peut pas fonctionner. C'est impossible. Enfin, je veux dire, le club de football dans ce sens-là, il n'échappe pas à la règle. Comme une entreprise qui se doit d'avoir une vision, aller sur 3 à 5 ans. On va pas non plus avoir une vision sur 10 ans, mais on ne demande pas ça. Mais je dirais d'avoir une vision sur 3-4 saisons. Et actuellement, on n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Et voilà, on a beau retourner le problème dans tous les sens, l'amener sur plein d'angles différents, la formation des jeunes, la gestion du mercato, les objectifs fixés au coach, la relation avec le public. On peut développer tout ce qu'on veut sur ces points-là. On arrive toujours à la même conclusion. Et cette fois, je ne vais pas mâcher mes mots. Notre direction est nulle. Elle est nulle. Mais nulle. De chez nulle. N-U-2-L-E. Elle est nulle. Voilà. Lâchez-vous, messieurs, c'est le moment. Non, mais voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Fais gaffe, on va nous retirer les accréditations. Non, mais on va être banni du stade. Mirko, fais attention, on va plus pouvoir aller au stade. On va rentrer à la maladie bientôt. Non, mais légalement, ils peuvent pas. Mais voilà, bien sûr qu'ils peuvent pas. Mais ils ont les moyens de nous faire parler. Non, tant que je les menace pas personnellement, ce qui n'est pas le cas, je veux dire, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi, je vous le dis, les gars, hein, on en a parlé en off, cette semaine. Moi, quand je pense à la fin des années 2000, début des années 2010, quand je commençais à suivre ce club, que je prenais les saisons en Super League où on se maintenait sans les barrages comme des saisons de souffrance, et que je me regarde 15 ans plus tard, je regarde 15 ans avant, je me dis, mais mon Dieu, ce que j'avais de la chance, quoi, avec le recul. Alors que la mauvaise gestion et la gestion floue au niveau présidentiel, elle ne date pas de la direction actuelle. Si on fait l'inventaire de nos derniers propriétaires et derniers présidents, hein, finalement. Parce que même celui qui a repris au milieu des années 2000 pour nous amener jusqu'au propriétaire qui nous a ensuite envoyé en faillite, c'était plus que flou. La différence, c'est qu'on se maintenait dans une Super League 10 avec cette équipe, quoi. Là, non, c'est on avait un club qui était structuré professionnellement à tous les niveaux à l'époque, quand même.
On avait un directeur sportif, on avait quelqu'un qui s'occupait du recrutement, on avait des Malgré postes tout. clés. Alors, ils étaient pas toujours bons, les mecs en poste, on est d'accord. Mais, Malgré tout. mais ils étaient Pas toujours. là. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils faisaient acte de présence. Là, ce qui est dingue, c'est qu'il y a aucune structure à aucun niveau du club. Et puis ça donne une équipe et un club médiocre qui se maintient dans une ligue médiocre, qui se prend des pétés et des raclés par des clubs tout le reste de l'année sont aussi médiocres que nous, voire plus nuls que nous, mais qui arrivent contre nous et qui nous mettent des raclées monumentales. Je pense à une certaine équipe qui est basée dans le canton de Saint-Gall, notamment, là, parce que Ville, il faut en parler. À chaque fois qu'on joue contre eux, on ressort la stat, on ressort la vanne. Mais c'est une équipe qui... C'est quoi son classement sur ces 5-6 dernières années de championnat? C'est pas normal. Je veux dire, même si elle a un jeu structuré, tout ce qu'on veut, qui peut nous mettre en difficulté quand on a le ballon, tout ce qu'on veut, c'est pas normal qu'on se retrouve à aller systématiquement là-bas. Là, on a brisé la malédiction et on a brisé la série sans victoire à domicile sur une victoire par les poils cette saison. Mais je veux dire, la façon dont le dernier match, le 5-2, là, a tourné la faute, mais c'est pas possible, sincèrement. Moi, c'est des choses, c'est un peu le même discours que les clubs de Super League qui cette année ont fait une tellement belle figure, hein, tous les clubs de Super League qui se sont fait éliminer en Coupe de Suisse. Et la théorie de ouais, mais il faut un vainqueur et un perdant, c'est le football, machin, au bout d'un moment, elle est bien gentille, mais elle est où l'orgueil? Il est où l'orgueil, elle est où la fierté? Il faut. Franchement, à un moment donné, encore une fois, moi je repense à des interventions de notre direction, même en début de saison, où ils disaient ouais, mais finalement, mais voilà, mais perdre à Yverdon, c'est pas quelque chose qui nous dérange tant que ça. Mais sérieusement, enfin, moi j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça en Ligue romande, en Corpo. C'est des discours que je fais à la limite après 3 bières à la buvette à ce niveau-là, mais pas en Challenge League, quoi. Faut à un moment donné. Oui, puis moi, ce que je voulais ajouter aussi, Mirko, tu as dit quelque chose, enfin, tu as défleuré un thème, à mon avis, hyper important, c'est la relation aussi au public. Moi, de mémoire, peut-être hormis la parenthèse folklorique tchétchène, je ne me rappelle pas d'une relation autant catastrophique entre une direction et une propriété et, on va dire, le public et tout ce qui tourne autour du club. Mais je veux dire, c'est quand même hallucinant qu'en 7 ans, on a été 2 fois proche quand même de couler, on a été plus près de couler en Promotion League que de monter en Super League. Je le rappelle, c'est factuel, c'est les faits, ce sont des résultats. Mais j'ai rarement vu un discours autant froid, glacial, détaché et à la limite, je le répète, de l'arrogance. Parce que quand on n'a pas de résultats, faut être un peu humble et faire le point dans la poche. On a quand même notre propriétaire en fin de saison dernière qui a quand même osé dire que oh mais de toute façon si le stade est vide c'est pas grave, le budget pour la saison prochaine est bouclé. Mais moi j'ai envie de dire qu'il a beaucoup de chance d'être dans une région et dans un club où c'est le calme plat et il se passe pas grand chose. Parce que dans certains pays, ce genre de déclaration, ça passe pas, hein. Et là, je peux vous garantir que dans certains pays où c'est beaucoup plus des pays de foot, où les gens ils sont un peu plus chauds, c'est un peu plus chaud, ils veulent des comptes, pas dans 5 ans, mais immédiatement. Immédiatement. Et je pense par exemple que si à Bâle, Degen se permettait de faire une déclaration comme ça, je pense qu'il y a une réaction en chaîne, c'est une goutte de nitroglycérine, hein. Donc voilà, moi c'est ça en fait qui me chagrine le plus. Le stade est en train de se vider, mais tout le monde fait semblant, c'est les trois singes, ah non, on voit pas, on n'entend pas, on dit rien, alors que ce stade est un désert, est un désert. Il n'y a plus personne dans ce stade. Si on enlève les abonnés, je pense qu'on atteint les affluences de Bavois-Kriens.
Mm. Non, mais je sais pas si Qui est on un se match rend au compte sommet que... quand même de Promotion League. Merci pour la dédicace. Voilà, Hein. J'ai mais, fait un reportage il n'y a pas longtemps là-bas. Hein. mais je sais pas si on se rend compte. Ce que je veux dire, il y a des gens que je croise au stade depuis des années et des années qui me disent je n'ai plus envie d'aller au stade et la saison prochaine, je ne referai pas l'abonnement. Alors que ça fait 10 ans, ça fait 30 ans que je les vois au stade. Est-ce que Mhm. là, on va se poser une question? Est-ce qu'on va allumer un warning? Est-ce qu'on va allumer une petite lampe? Non, bien entendu. José, la soupe est bonne? Ouais, elle est bonne. Bah, c'est bon, tout va bien. Nickel. Nickel bleu ciel, tout va bien. Et si on a le malheur en plus, parce que on met les gants, on met les formes, et puis on lance pas les bombes gratuitement, on argumente. Mais même ça passe pas. Mais ce que je veux dire, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle profession, vous êtes mis à l'épreuve et vous devez rendre des comptes. Et quand vous rendez pas des comptes, quand vous faites pas le job, le minimum, c'est d'avoir une attitude humble. Mhm. C'est le minimum. Et c'est le minimum. Mais moi, franchement, c'est hallucinant. C'est complètement lunaire ce qu'on vit. Et moi, je le dis honnêtement, Xamax, c'est mon premier amour sportif. C'est le premier maillot que j'ai eu, le Photolabo Club. C'est le premier club pour lequel j'ai au fait été. Voilà, c'est mon club et tout. Mais aujourd'hui et depuis quelques années, ce club ne me fait plus rien. Je ne vais plus au stade. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de participer à ça. Pour moi, Xamax, c'est pas ça. Il reste l'emblème, il reste les couleurs, il reste le nom, il reste le stade. Mais moi, Xamax, c'est pas ça. Alors peut-être qu'on va me dire que j'ai connu l'exigence ultime avec Fakinetti et le Xamax encore années 90. Ok, mais moi, en termes de valeur, en termes de ce que ça dégage, moi, personnellement, je me dissocie de ça. Je me dissocie. Et le jour où je retrouverai les valeurs qui m'ont fait aimer ce club, je reviendrai au club. Mais uniquement à ce moment-là. Mais moi, je ne cautionne plus ça. C'est tout. Moi, ce que je veux dire, c'est comme la bouffe, j'adore manger. Mais quand on me sert du fast-food qui sent le graillon, puis qu'on me dit que c'est bon, eh ben là, je dis non. Voilà, ça, c'est peut-être on va dire j'ai peut-être un palais un peu méditerranéen italien. Mais moi, quand on me sert de la tambouille, je ne mange pas, c'est hors de question. Mm. Voilà, voilà, bah Varham, on a fait notre coup de gueule. Je sais pas si Colin et Osvaldo, vous avez envie de faire le vôtre aussi en guise de conclusion. Mais moi, pour aller un petit peu dans dans le prolongement de ce que dit Varane, effectivement, moi, personnellement, ce club aujourd'hui ne me fait plus rien non plus. Et que finalement, la seule raison pour laquelle je continue à aller au stade, c'est les contacts que j'ai pu développer et c'est l'effet de groupe que j'ai pu développer avec les années. Et qu'il y a certaines personnes que j'ai croisées ces dernières années au stade, enfin une en particulier, si je ne l'avais pas rencontré, c'est un pote, mais si je ne l'avais pas rencontré, je pense que j'aurais lâché depuis un petit moment. Je veux dire, en venant depuis Lausanne, je le rappelle à chaque fois. Donc, je me tape quand même, si on prend le combo hein, à chaque fois de temps de trajet, c'est 2 fois 50 minutes. C'est 2 fois 50 minutes de train aller-retour chaque week-end pour minimum pour aller voir un match à domicile, sans compter les déplacements. Sans compter les Et là, on déplacements. va faire une petite dédicace à notre auditeur Séverin. Hein. Lui, il vient depuis Zurich hein, pour Voilà. voir ces matchs. C'est encore plus loin. On te salue, Séverin. On sait que tu nous écoutes à chaque J'ai, fois. j'ai- Et des Séverins, il y en a certainement plusieurs. Hein, des gens qui viennent de loin pour suivre ce club encore. Moi, je peux me permettre une petite dédicace, mais j'ai aussi le cousin de ma mère qui a, je pense, 75 ans, 80 ans, qui vient de Berne, tous les matchs à domicile, pour voir ça. Alors, franchement, faut avoir l'envie, quoi. Faut avoir l'envie. Berne, c'est plus proche de Zurich, mais effectivement. Ouais, Ouais. effectivement. Écoute, ça reste quand même loin. Ça Ouais, reste ouais. quand même loin. Ouais, Non, mais Berne, ça va. Xamax, c'est un club qui attirait du monde, qui attirait de la sympathie, même d'autres cantons, et pas que des cantons limitrophes. Hein. À Fribourg, le football professionnel
ça fait longtemps c'est compliqué, donc les gens doivent choisir entre le Lausanne Sport, Young Boys et Xamax. La Broye, tout ça, avec l'époque de Joël Corminboeuf, qu'on salue aussi, a attiré beaucoup de Fribourgeois au stade, des gens qui continuent à venir. Jean-François Collet est en train de les perdre, ces gens-là. Mhm. Il est en train de les perdre. Et il est même en train de perdre les Neuchâtelois, ceux qui ont peut-être juste 2, 3, 4 kilomètres à faire pour venir voir le match. Mais même ceux-là, ils vont plus venir. Ils vont préférer payer un abonnement pour suivre à la télévision et donner l'argent aux diffuseurs officiels des championnats suisses, plutôt que de venir au stade, de vivre les émotions au stade. De toute façon, quelles émotions? Actuellement, il n'y a aucune émotion et on le voit pratiquement depuis le début de la reprise. En début de saison, c'était un peu moins flagrant, mais depuis le début de la reprise, il y a un but xamaxien. Voilà, il y a un petit peu de contentement, mais c'est pas la grosse folie. Il y a un but de l'adversaire, rien du tout. Enfin, voilà, l'ambiance, elle est proche de l'enterrement de ta grand-mère, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Mais je l'ai dit il y a un ou deux dimanches en arrière, hein. Lors de la présidence Collet à Lausanne, Lausanne était dans une Challenge League à l'époque à 16 équipes, hein, quand il est arrivé en 2009. Alors oui, effectivement, il a repris un club qui avait vécu une faillite 6 ans auparavant, c'est vrai, et qui commençait un petit peu à se mourir en Challenge League. Mais si on prend à un moment donné, si on accepte la saison où Fabio Celestini arrive, et puis la précédente où Lausanne finalement se relance à travers un parcours en coupe qui sort un peu de nulle part. Lausanne affrontait Gosso, affrontait Locarno, affrontait des clubs de Challenge League de l'époque, dans un stade de la Pontaise où ils annonçaient, oui et non, 800, 900 personnes. 1000 au grand maximum. Mais c'était la même chose. C'était la même chose. Ça a eu un petit effet de remontée quand le club est remonté en Super League en 2011. Mais de manière générale, la Pontaise se vidait. Et on a revu du monde, on a revu des guichets fermés, on a revu quand est-ce qu'on les a revus? On les a revus lorsque il y a eu les matchs de Coupe d'Europe, puisque Lausanne avait fait une finale de Coupe, avait été reversée en Coupe d'Europe, puis on les a vus à la fin de cette saison-là, quand Lausanne affrontait Lugano, affrontait Vaduz, affrontait Servette, affrontait des matchs qui étaient décisifs pour la montée, parce qu'il y avait un capitaine emblématique, qui avait poursuivi un petit peu le lancement de la machine, et puis que Lausanne s'est retrouvé à nouveau en Super League, on ne sait pas trop comment. Et ensuite, ils sont montés. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? 3 ans d'agonie avant de redescendre. Et puis, il a été même repris par son pote Alain Joseph. Pour quel résultat? Moi, je veux dire, c'est une histoire qui est déjà vue, hein, en soi. Oui, et puis pour ajouter à ce que j'ai une petite anecdote pour illustrer ce que tu disais avant, Mirko. Je discutais avec une personne de la région de Fribourg il y a 2-3 semaines, et elle, au fait, elle me disait que très longtemps, elle allait voir Xamax, que c'était au fait historique parce qu'il y avait une très belle connexion au Fribourg Xamax, parce qu'on a eu Corminboeuf, on a eu Chassot, on a eu Mottier, je crois aussi à l'époque, on a eu Anchaud. Donc on a eu pas mal de Fribourgeois qui ont transité chez nous. Et là, elle me dit que depuis quelques années, au fait, ils vont voir Sion, quoi. Donc en fait, ça, j'ai parlé avec une personne, ça, au fait, illustre parfaitement ce que tu as dit avant. Et ils sont pas partis à l'air Bingli, ces gens-là. Clairement. Non. Donc voilà, voyez, même quand on fait qu'une seule rubrique, on arrive à faire un long épisode d'intarissable parleur. Voilà, je crois qu'on a gentiment quand même fait le tour de ce qu'on voulait dire. Et puis on peut passer à la conclusion de l'épisode, messieurs. La semaine prochaine, prenez note dans votre agenda, l'épisode ne sera pas diffusé dimanche soir, mais il sera diffusé lundi soir. Le match de championnat a lieu le dimanche, mais en plus il a lieu à 16h30. Donc qu'on soit au stade ou pas au stade,
Voilà, c'est difficile d'enregistrer moins de 2 heures après la fin du match. Il se passe tellement de choses dans les matchs de Xamax en ce moment qu'on a besoin d'un peu de recul pour pouvoir analyser tout ce qui se passe. Donc Terrible. voilà, en plus on aura 2 matchs à débriefer puisque mercredi il y aura un derby du lac de Neuchâtel du côté d'Yverdon, le 4e derby du lac, enfin le 5e si on compte le match de coupe pour cette année, et j'ai mes lumières qui lâchent en même temps. Et du coup, voilà, il y aura 2 matchs à débriefer, c'est les aléas du direct. Donc il y aura 2 matchs à débriefer et puis on va revenir aussi un peu à nos premiers amours, puisqu'on aura un supporter qui va venir, avec nous à l'antenne, la semaine prochaine. On va pas vous donner son nom pour l'instant, mais on se réjouit déjà de l'avoir parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et il aura beaucoup de choses à nous raconter sur son vécu de supporter de Xamax. Voilà, mes collègues animateurs, merci à vous. Et puis, merci à vous, chers auditeurs. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.